Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats du groupe de travail sur les voiles par passe. Alors, c'est un groupe de travail qui a été initié en 2019, à l'été 2019. Avec Nicolas, on s'était réunis et on avait commencé à réfléchir sur la façon dont on allait organiser le groupe de travail. Alors, c'était parti d'un constat que c'était une technique qui était fortement développée, notamment en région parisienne, mais qui commençait de plus en plus à se développer en région. La problématique, c'est qu'il n'y avait pas de référentiel, donc c'est simplement évoqué dans la norme 94-282 sur les écrans. Et donc il y avait des nécessités de préciser tout ce qui était conception, dimensionnement, mise en œuvre, contrôle. Voilà. Et la problématique aussi, c'est que c'était une technique qui présentait pas mal de pathologies, donc des risques en cours de chantier et des risques lors de l'exploitation de l'ouvrage. Voilà. Donc on a commencé, donc, comme je disais, à l'été 2019, à contacter les gens, à former un groupe de travail. L'objectif était d'établir un document d'une 50aine de pages, hors annexe, qui était à destination de tout ce qui était bureau d'études, géotechnique, maître d'œuvre, entreprise générale, entreprise de voile par passe, contrôle technique et maître d'ouvrage. Donc globalement, l'objectif a été atteint. Donc on est actuellement à un texte qui fait une 60aine de pages de texte, une 40aine de pages d'annexe, une 100aine de pages au total. Donc je préside ce groupe. L'animation a été assurée avec brio par Nicolas Néran. On a formé 5 sous-groupes avec des responsables de sous-groupes. Le premier thème était de faire un état des lieux de la technique. Et après, on a déroulé les thèmes par rapport au suivi, au déroulement normal d'un chantier. Donc le thème 2, c'était domaine et limites d'utilisation, donc associé à la conception en mission géotechnique G2. Le thème 3, c'était le dimensionnement, associé aux phases études G3 et G4. Le thème 4, c'était mode opératoire, disposition constructive, également phase plutôt suivi, G3, G4. Et contrôle et réception, phase suivi G3, G4. Donc le groupe de travail était assez nombreux, donc on était une 60aine de professionnels, dont on va dire entre 25 et 30 personnes qui étaient très actives, qu'on a pu regrouper lors de nombreuses réunions plénières. On a élaboré une version martyr à l'été 2021 qui a été adressée à l'ensemble des membres du groupe de travail. Et on avait demandé à l'ensemble des membres de faire des commentaires sur cette version martyr. On a reçu 728 commentaires, donc ce qui est assez conséquent. On a été au bout de l'ensemble des commentaires, donc on a pour cela fait 12 réunions en plénière, avec à chaque fois entre 20 et 25 personnes. L'objectif était d'arriver à un consensus, ce qu'on est, je pense, arrivé à réaliser. Le texte actuellement, il a été relu par 3 membres de la SST du CFMS. On a déjà fait 2 réunions de discussion. Il y en a une 3e qui est prévue la semaine prochaine ou dans 10 jours. Et au bout de cette 3e réunion, on aura obtenu, je pense, un texte complet. Alors là, les recommandations débutent par un certain nombre de définitions. Alors, comme je le disais, la norme 94-282 sur les écrans mentionne la technique des voiles par passe alternées. Donc là, on a repris la définition, donc ouvrage de soutènement sans ou avec très peu de fiches, exécuté par passe, hors nappe, par plot de faible surface, avec une stabilité qui est assurée soit par effet de voûte, soit par des appuis, par des risbermes, par des banquettes. Pendant chacune de ces phases, il convient de vérifier que les efforts induits par les effets de voûte sont équilibrés en termes de résistance et de déformation, donc par les éléments assurant la stabilité du voile. On a donc repris cette définition dans les recommandations. On a juste précisé un certain nombre de termes là, que j'ai encadrés en rouge. Donc par voile, on entend donc un ouvrage en béton armé réalisé en descendant par ceinture horizontale. Donc là, je vous ai présenté un petit schéma qui présente la technique des voiles par passe, où on voit la séquence des plots alternés avec la mise en œuvre
de butons provisoires, enfin de butons dits provisoires et de butons dits définitifs, comme ce qu'on voit sur la 8e phase. On a donc ce que j'ai pas dit, c'est mis en œuvre le plus souvent par la technique du béton projeté. Donc une fois que les passes sont réalisées, donc le ferraillage est mis en œuvre et le béton est projeté, et le système est donc butonné. On a exclu des recommandations les parois en puits ou tranchées blindées. On a reprécisé également donc la définition de la fiche. Donc par fiche, on entend la bêche, qui peut permettre le développement d'un terme de butée, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Par hors nappe, on entend l'absence de nappe naturelle ou le recours en phase d'exécution à un dispositif de rabattement provisoire. Par appui, on entend les butons inclinés et horizontaux. On ne traite pas des tirants d'ancrage et des clous. Et par effet de voûte, on entend un report des charges entre ceintures, donc reports verticaux, voire entre passes adjacentes, reports horizontaux. Donc ces effets de voûte se développent sur de courtes périodes, donc je vais y revenir. Le chapitre 1 est un chapitre où on a fait un état des lieux de la technique des voiles par passe. Donc les conclusions de ce chapitre, c'est que c'est une technique qui a près de 50 ans de pratique, donc sans référentiel. En région parisienne, l'ordre de grandeur, c'est environ 1000 mètres carrés de parois pour un chantier moyen, sur 2 niveaux de sous-sol, avec un budget de l'ordre de 200 à 250 000 euros. La présence d'avoisinants, que ce soit des bâtiments, des réseaux, des voiries, est une constante. On a analysé près de 50 sinistres pour comprendre l'origine et puis orienter les recommandations. Quelques chiffres à retenir. Dans le coût moyen d'un sinistre, un voile par passe, c'est 500 000 euros. Et 1 million d'euros pour les projets avec 3 niveaux de sous-sol. Donc vous voyez, c'est loin d'être anodin. Voilà. Donc les catégories de sinistres, on a 2 catégories. Les désordres en cours de construction, dont 25% sont la conséquence d'un effondrement et 55% ont affecté un avoisinant. Et les désordres après réception des ouvrages, avec 22% des sinistres qui sont liés à la présence d'infiltration d'eau dans les niveaux de sous-sol. Parmi les causes des désordres en cours de construction, butonnage insuffisant ou manquant, ouverture de passes trop importantes sont les causes les plus importantes. Et après, on a quelques causes annexes, comme des poussies hydrostatiques trop importantes, des dimensions de semelles insuffisantes, de semelles de buton insuffisantes, ou une altération des sols d'assises sous les semelles de buton. Le chapitre 2 précise donc les domaines et les limites d'utilisation de la technique des voiles par passe. Donc dans la démarche de conception, donc, qui est à la charge du géotechnicien dans sa mission G2. Donc les paramètres essentiels pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une cohésion apparente suffisante des terrains, y compris dans des terrains type sableux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohésion à très court terme qui puisse permettre d'ouvrir des passes. Il faut pouvoir gérer l'eau pendant les travaux. Donc soit il n'y a pas d'eau, soit on sait la gérer par des systèmes d'épuisement, de rabattement. Il ne faut pas qu'il y ait d'avoisinants sensibles au tassement à proximité dans la zone d'influence géotechnique des ouvrages, des parois. Et puis, je vais y revenir, mais il faut également qu'en termes de paramètres de dimensionnement, on ait un angle de frottement et une cohésion travaux suffisant pour justifier l'ouvrage en phase provisoire. Donc ces paramètres, angle de frottement et cohésion travaux, c'est un point nouveau qui a été introduit dans ces recommandations, que je vais développer un petit peu par la suite. Après, pour tout ce qui est validation, faisabilité de la solution, donc on a une démarche conceptuelle, donc on fait des investigations spécifiques. On doit faire une analyse des risques propres à la méthodologie. On doit définir des hypothèses géotechniques appropriées. On doit faire un dimensionnement de projet et on doit définir une instrumentation qui est nécessaire au suivi de comportement de l'ouvrage et des avoisinants. Parmi les investigations spécifiques, donc on a, comme je dis, on a introduit dans ces recommandations des paramètres qui sont non normalisés, qu'on a appelés cohésion travaux, angle de frottement de travaux, qui sont déduits soit d'essais de laboratoire, soit de préférence par des essais de tenue des terrains. Voilà. Ces essais de tenue de terrain, dont on voit ici un schéma en haut et une photo en bas, permettent d'apprécier la tenue à court terme du front de taille et permettent de définir les dimensions des passes, que ce soit en largeur ou en hauteur.
Et enfin, donc, ils permettent de définir ces paramètres de cisaillement travaux qu'on va utiliser dans le dimensionnement. On a fait une annexe qui précise comment obtenir ces paramètres cohésion travaux et angle de frottement travaux à partir des essais de tenue de terrain. Deuxième point, donc il faut des investigations spécifiques pour caractériser les avoisinants. Donc on doit recenser, examiner les ouvrages avoisinants de la paroi. On doit reconnaître les fondations des ouvrages avoisinants, reconnaître les réseaux existants. Et un point essentiel qu'on a introduit dans ces recommandations, c'est d'apprécier la sensibilité des avoisinants de la ZIG et caractériser les ouvrages de la ZIG. Donc on a écrit qu'il fallait que le maître d'ouvrage ou son mandataire missionne un bureau d'études spécialisé, donc, dont l'objectif va être justement de caractériser ces ouvrages, hein, donc en termes de géométrie, contraintes d'utilisation, date de construction, fonction, état de vétusté, mode constructif. Et ce bureau d'études spécialisé devra également définir des seuils admissibles de déformation, soit absolus, soit différentiels, qui permettent de préserver des désordres structuraux ou fonctionnels. On a également introduit une annexe qui est comparable à celle de l'AFTES et qui traite de la sensibilité des avoisinants. Le point donc, qui va permettre donc, aux géotechniciens d'établir la faisabilité ou non de la solution voile par passe, c'est de faire une analyse des risques spécifiques. Donc cette analyse des risques spécifiques, elle prend en compte différents paramètres, hein. Donc ça va être la présence d'eau impactant le soutènement, la présence de sable, la présence d'argile avec un indice de plasticité élevé sous le fond de fouille, la présence d'ouvrages avoisinants, les charges liées aux travaux, la faisabilité du butonnage provisoire. Et enfin, dernier point, donc on a dit qu'un chantier courant, c'était un chantier avec deux niveaux de sous-sol, 5 à 7 ceintures, et puis 5 à 7 mètres pardon, et 4 à 5 ceintures. Mais on a voulu introduire un autre paramètre qui est l'intensité maximale, qui est à ne pas dépasser pour justifier l'importance des semelles du buton. Sachant que les semelles de buton qui sont utilisées sont des semelles préfabriquées qui font 1,80 m par 1,80 m. Et pour des raisons de levage, ça pèse 3 à 4 tonnes, donc on ne peut pas aller au-delà. Et donc l'ordre de grandeur, on va dire maximale pour valider une solution voile par passe, c'est de l'ordre de 200 kN par mètre linéaire d'écran pour la poussée résultante horizontale. Au niveau dimensionnement en phase projet, donc ce qui doit être fourni au niveau G2 Pro, donc c'est un diagramme de poussée jusqu'à la bêche, donc avec les paramètres cohésion travaux, phi travaux et C', phi'. Doit être défini le nombre de lits de butons définitifs, la valeur de la résistance de la poussée limite, ELS, et son niveau d'application, et la réaction normale à l'écran ELS au niveau des appuis. Pour la justification de la stabilité géo, donc on doit vérifier le dimensionnement des semelles du buton sous le fond de fouille, et également donc, la stabilité générale du voile. Donc on a introduit deux cercles qu'on a appelés C1 et C2, un cercle C1 qui part de la bêche jusqu'à l'amont, et un cercle de type C2 qui englobe les semelles du buton. Et donc ces deux mécanismes de rupture doivent être vérifiés pour pouvoir justifier donc, la stabilité générale du voile. Donc je rappelle, cette stabilité générale, elle se fait avec les paramètres long terme C', phi'. Au niveau phase projet, donc, le géotechnicien il doit définir les hauteurs maximales et largeurs maximales en fonction de la nature des terrains, sachant que pour des raisons ergonomiques, ces valeurs ont été limitées à 1,50 m en hauteur et 4 mètres en largeur. Et ces valeurs, elles seront à confirmer par les essais de tenue de paroi, donc, dont c'est également un des objectifs. Alors l'aspect déplacement est également un point sur lequel on a pas mal discuté. Ce qu'on sait, c'est que ce type de technique, les déplacements sont de l'ordre de 2 à 4 cm. Par contre, ces déplacements, on ne sait pas les calculer par des méthodes de calcul usuelles. Et c'est donc l'étude de sensibilité des avoisinants dont je parlais tout à l'heure qui va permettre de définir ces déplacements admissibles. Au niveau donc, conception, également, devront être définis des seuils d'alerte et des seuils d'arrêt
que ce soit au niveau des voiles ou au niveau des avoisinants. Donc le chapitre 3 traite des études d'exécution. Donc les objectifs sont repris ici et après, c'est-à-dire définir la méthodologie de suivi des déplacements, vérifier la stabilité générale, vérifier l'équilibre horizontal des voiles, vérifier l'équilibre vertical des voiles, dimensionner les corbeaux et les voiles en béton armé et établir les plans d'exécution. Sachant qu'il y a nécessité que soient coordonnés les différents intervenants. Donc un des points essentiels des recommandations, c'est l'introduction d'une réunion de coordination qui fait intervenir donc l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les géotechniciens, les entreprises terrassement, le gros œuvre, bureau d'études structures, entreprises de VPP, entreprises de rabattement de nappe. Et cette réunion, elle doit être faite à l'amont du chantier, de façon justement à traiter un certain nombre d'interfaces entre les différents intervenants. 5 minutes. Ouais. D'un point de vue méthode de calcul, donc ce qu'on a dit, c'est que le calcul se fait avec une poussée active, un delta sur phi égale 0. On peut utiliser différentes méthodes, donc des modèles simples d'équilibre statique et de résistance des matériaux, ou des modèles tenant compte du phasage et de ses effets. On a lors des benchmarks qu'on a fait dans les sous-groupes dimensionnement, mis en évidence que les modèles simples qu'on utilisait avaient tendance à sous-évaluer les efforts dans les butons supérieurs. Donc c'est pour ça qu'on a proposé un diagramme spécifique pour calculer les efforts dans les butons et les semelles. Vous voyez ici, donc avec un diagramme vertical à H sur 2 et triangulaire jusqu'à la base. Et il est donc avec les calculs qui doivent être faits soit avec des cohésions travaux ou C' ou phi travaux ou phi prime, sachant que le choix doit être défini par le géotechnicien en fonction de la durée du chantier. D'un point de vue vérification, donc c'est vérification de la poussée des terres, de la stabilité externe générale, ça j'en ai parlé. Également, on s'est prononcé sur le soulèvement des voiles. Donc ce qu'on a dit, c'est que si l'inclinaison de la résultante des efforts sur les semelles était supérieure à 40 degrés par rapport à la verticale, il n'y avait pas lieu de vérifier la stabilité au soulèvement des voiles. Et dans le cas contraire, on devait la vérifier, mais on pouvait prendre un delta sur phi de 2 tiers et un diagramme de poussée classique triangulaire entre 0 et H sur 2. Les déplacements des voiles donc en phase exé, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est difficile à évaluer avec les logiciels disponibles. Ces déplacements sont définis contractuellement et qu'un suivi du comportement des voiles est indispensable. On s'est prononcé également sur les bêches. On a donc défini 2 types de bêches. Donc la bêche avec butée et la bêche sans butée, en précisant les avantages et les inconvénients de chaque type de bêche. Et on a fourni un phasage à respecter lorsqu'on prend en compte donc la bêche, on prend en compte la butée de la bêche dans le calcul, c'est-à-dire réalisation de la bêche dans un premier temps et projection de la dernière passe après réalisation de la bêche. Les calculs des semelles de buton, donc on a considéré un I-bêta de 0,5 pour des semelles donc inclinées à 45 degrés avec des butons, une résultante des butons à 45 degrés environ. Donc ça c'est retenu forfaitairement et si l'inclinaison est différente de cette valeur-là, le calcul doit être réalisé et on a fourni une annexe pour définir comment faire ce calcul. Donc la maîtrise des déformations, elle se fait par le suivi des déplacements et le recalage et la recharge des butons au niveau des corbeaux. On s'est prononcé également sur les dispositions sur les corbeaux. Donc on a proscrit ce qu'on appelle les cigares qu'on voit en haut à droite. Et donc les dispositions autorisées, c'est uniquement les corbeaux en béton armé et les corbeaux métalliques. Le chapitre 4 traite du mode opératoire des dispositions constructives. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, donc nécessité de faire une réunion de coordination. Cette réunion de coordination a pour objectif de gérer les problèmes de phasage et de superposition des plans. Ça nécessite donc que l'entreprise produise soit un ensemble de coupes, soit une élévation développée. Et également une vue en plan de synthèse.
On a défini le mode opératoire au niveau de chaque passe. Hein, donc, pour chaque passe, donc ouverture de passe, piochage, dégagement des armatures de couvrement, mise en place du système de drainage, mise en place des armatures, projection du béton, mise en place du bétonnage provisoire. L'enchaînement est à réaliser dans la journée avec une épaisseur de voile par passe de 20 à 30 cm. Et on a également défini donc, le mode opératoire au niveau d'une ceinture, donc plusieurs passes réalisées en alternance, avec nécessité de monter en résistance du béton pour réaliser les passes adjacentes. Et on a précisé les critères pour dire que la ceinture était terminée, donc épaisseur du voile qui atteint son épaisseur nominale, des corbeaux prévus réalisés, un système de bétonnage en place, un système de drainage vérifié et une instrumentation. On a traité également donc, de la problématique, enfin des solutions de banquette normale ou inversée, du pré-terrassement et on a du phasage des terrassements. Donc on a donné deux exemples de phasage. Un phasage pour deux ceintures et un phasage pour 4 ceintures. Et également, ici vous voyez sur le schéma, on est en banquette normale. Et également, on a regardé ici le système en banquette inversée. On a donné également donc, les dispositions constructives pour assurer le système de butonnage, avec comment mettre en place le buton et comment s'assurer que la mise en pression est bien réalisée, que ce soit par mise en place de coins au niveau des corbeaux ou mise en place en pression au niveau de la semelle par la pelle hydraulique. On a donné des spécifications pour le système de drainage. Donc, ce qu'on a écrit, c'est que la mise en œuvre de barbacane est obligatoire. Pour les systèmes de drainage par bande drainante, il ne doit pas dépasser plus de 50% de la couverture du voile. Donc, ces eaux, bien sûr, elles doivent être drainées et évacuées. Voilà, donc ici, les barbacanes. On a donné également des spécifications pour la formulation du béton projeté, sachant qu'on est en projection par voie sèche, ce qui implique l'ajout d'eau à la lance, ce qui veut dire que l'application de la NFEN 206 n'est pas possible. Donc on a donné des formulations, enfin des prescriptions pour les formulations. Et enfin, donc, le dernier chapitre, c'est tout ce qui est suivi, contrôle et réception. On a précisé le principe du suivi. C'est-à-dire ce qui est suivi, les moyens mis en œuvre, la durée, le traitement, l'interprétation des données. On a donné un exemple de fiche d'autocontrôle qui permettent d'assurer et de vérifier de façon synthétique le suivi. On a précisé les points qui sont à l'ordre du jour de la réunion de coordination avant le démarrage du travaux. Donc c'est une réunion qui doit être anticipée au plus tard lors des études d'exécution qui implique tous les intervenants. Et on a également donc, défini les points à contrôler donc, sous forme de tableau, donc tableau de vérification des hypothèses et un tableau pour tout ce qui est suivi du comportement. Et donc on demande à l'entreprise qu'elle établisse donc, un plan de contrôle et des fiches de contrôle à renseigner pour chaque ceinture. En conclusion, donc perspective, là on est en finalisation, on souhaite envoyer à l'édition début juillet. On espère une publication pour le deuxième semestre. On fera une restitution lors d'une journée scientifique et technique en février 2024, donc journée ou demi-journée, ça reste à voir. Et on souhaite également un passage devant la C2P de la QC début 2024. Voilà. Comme on ne travaille pas dans la même société, je ne peux pas lui poser de questions. C'est juste à la fin, là tu parlais de boucher les barbacanes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce qu'il y a un chapitre qui est mentionné sur la gestion des eaux par rapport, parce qu'on a souvent la question de savoir est-ce que c'est un ouvrage étanche, pas étanche. Est-ce que le voile passe est considéré comme un voile étanche ou pas? Après, ça peut l'être, hein, enfin j'en ai pas parlé, mais en fait on a fait également référence au DTU cuvelage dans le texte. Voilà, sachant que voilà, si tous les points singuliers doivent être traités, que ce soit les barbacanes ou les reprises de bétonnage. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction d'utiliser cette méthode s'il y a de l'eau dans le sol. Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser cette méthode s'il y a de l'eau dans le sol. Disons que dans la mesure où l'eau est
pompable ou rabattable. Enfin, voilà. Disons, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. Après, en site urbain, je dirais si on en a à rabattre 1 mètre, je pense que c'est jouable. Si c'est 3 mètres, ça me paraît compliqué. Voilà. D'accord. Et deuxième remarque sur les différentes causes de sinistres, vous n'avez pas évoqué le fait d'événements climatiques exceptionnels ou qui provoquent une instabilité alors que tout était stable dans tous les calculs. Après, dans les sinistres liés aux infiltrations d'eau, souvent c'est parce que les barbacanes n'ont pas été mises en œuvre. Ou après, on peut avoir des fois des canalisations fuyardes derrière les voiles par passe. Donc on ne sait pas des fois si c'est lié à un déplacement du voile qui a cassé la canalisation ou si c'est la canalisation qui a impacté le voile. Je pensais plutôt à l'eau météoritique qui tombait sur les talus ou qui ravinait. Après, les talus sont verticaux. Hein. En cours de terrassement, oui. Ah oui, au-dessus de la raie du voile. Après, l'eau au-dessus de la raie du voile, en effet, il faut pas qu'elle soit, il faut qu'on puisse l'évacuer dans la fouille, justement pour ne pas impacter à l'arrière du voile. Hein. C'est écrit dans le texte. Ouais.